3 catégories de protection. Voilà ce que je pouvais dire d'entrée de jeu en rapport avec les droits de l'homme. Je ne sais pas si j'ai été rapide, mais je pense que je suis très doux ce matin et on arrive à se comprendre, n'est-ce pas? Si je suis rapide, arrêtez-moi. Je vous ai dit que je suis pasteur, n'est-ce pas? Parce que jusque-là, l'onction n'est pas encore venue. Quand je vais commencer à libérer les failles ici, alors... Voilà. Mais il m'a été demandé de parler de fondements historiques et philosophiques des droits de l'homme. Les droits humains ont une histoire. C'est vrai qu'ils sont en vogue aujourd'hui, on en parle aujourd'hui. Mais ces droits ont une histoire. Mais ça répond à un droit de la deuxième génération, un environnement sain. Mais quand l'homme a violé les lois, qu'est-ce qui va se passer? Le tribunal a siégé. Et ce tribunal avait un seul juge, comme au niveau des tripés à l'époque. Et la sentence est tombée. L'homme devrait même travailler. Dieu lui dit, cultiver le jardin, protéger le jardin. Donc le premier homme est jardinier. Les bureaucrates sont venus. On est d'abord jardinier. Quelque temps après, un autre monsieur qu'on appelle Caïn. Il a tué son frère. Il a porté atteinte à un droit, au droit à la vie. Le droit civil et politique constitue le droit de la première génération. Sur la première famille, sur la première catégorie de droits de l'homme. Droits civils et politiques. Ce sont des droits qui permettent aux citoyens que nous sommes de participer de manière directe ou indirecte à la gestion de la chose publique. Les droits de la première génération nous permettent de participer à la gestion de la res publica. Par exemple, les droits de vote. C'est un droit civil et politique, un droit de la première génération. En principe, nous devrions nous tous nous retrouver à l'Assemblée nationale. Mais puisque nous sommes tellement nombreux qu'il n'y a pas assez d'espace, nous nous sommes décidés de déléguer 500 personnes à l'Assemblée nationale. Et nous l'avons fait par un vote. Par le vote, nous avons pris le pouvoir qui était le nôtre et l'avons confié à ces 500 représentants qui vont agir à nos lieux de place. Nous nous sommes fait représenter. À travers eux, nous participons aussi à la gestion de la chose publique. Les droits d'être électeurs, ce sont les droits de la première génération. Nous avons aussi les droits de la deuxième génération, appelés droits économiques, sociaux et culturels. Droits économiques, sociaux et culturels. Ces droits visent le bien-être de la personne humaine. Ce sont des droits qui visent l'épanouissement de la personne humaine, son bien-être. Les droits à la santé, les droits à l'éducation, les droits à un logement décent. Ce sont des droits de la deuxième génération, de la deuxième famille, ou la deuxième catégorie qu'on appelle droits économiques, sociaux et culturels. Ils sont considérés comme droits de créance, dans la mesure où on estime que l'État a une dette vis-à-vis de sa population. Qu'est-ce qui se passe avec ces droits? La réalisation de ces droits demande à l'État de disposer un peu de moyens. L'État doit avoir les moyens pour arriver à assurer certains droits. Donc nous considérons que l'État a notre dette. Si longtemps que l'État n'a pas encore les moyens,
nous allons patienter qu'il ait les moyens suffisants pour nous permettre de jouir de certains droits. Je donne un exemple. Les droits à l'éducation. Lorsque vous lisez dans la Constitution congolaise du 18 février 2006, en son article 43, on nous parle du droit à l'éducation. Et puis, le dernier alinéa insiste en disant que l'enseignement primaire est obligatoire et gratuit. C'est vrai, au Congo, nous insistons plus sur la gratuité, alors qu'avant gratuit, on a dit obligatoire. On a laissé de côté les caractères obligatoires, on parle seulement de la gratuité. Pourquoi c'est obligatoire? C'est parce que vous n'allez rien payer. Alors tout le monde doit aller à l'école. Mais avant d'aller à l'école, l'État devrait se rassurer. Est-ce qu'il y a suffisamment d'écoles? Est-ce qu'il y a suffisamment d'enseignants formés? Parce que si vous n'avez pas d'infrastructure, où est-ce que vous allez accueillir les élèves? Ça demande à l'État de disposer de moyens. Et ce sont des droits de créance, on les appelle aussi droits programmatoires. On les programme, on y va progressivement. Pour ceux qui ont fait les humanités pédagogiques, on vous a dit dans les cours de méthodologie spéciale et même générale que dans une salle de classe pour les élèves, il faut avoir entre 24 à 30 élèves. Mais allez dans certaines écoles, vous allez vous rendre compte qu'ils sont à 150. Et l'enseignant ne saura pas contrôler ces enfants-là. D'où la qualité de la formation sera entachée parce que l'État n'a pas eu le temps de préparer la réalisation de ce droit-là. Mais comme je sais que chez nous, pour la plupart des cas, on fait les choses toujours avec des visées politiques, des visées propagandistes. Les caractères coutumiers de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Merci beaucoup. Je suis Dixon Dikangou. Je suis vice-président du Club des Amis du droit du Congo et avocat de profession. Alors, l'objectif des cours intensifs sur les droits de l'homme, le droit international pénal et la justice transitionnelle est de mettre à la disposition des Congolais, de partout où il est, dans chaque province, les connaissances suffisantes sur les droits de l'homme, les connaissances suffisantes sur le droit international pénal et les connaissances suffisantes sur la justice transitionnelle. Parce que comme vous le savez, notre pays est agressé depuis plusieurs décennies aujourd'hui. Il y a des milliers de victimes qui ne sont pas encore réparées aujourd'hui. Il y a une guerre injuste qui nous est imposée. Il faut donner de la matière aux Congolais pour réfléchir comment ils peuvent mettre en œuvre certains mécanismes pour protéger les patriotes qui sont violés suffisamment dans leurs droits. Donc les cours des droits de l'homme donnent les fondamentaux aux Congolais, essentiellement les avocats, les magistrats, civils et militaires et les étudiants en droit généralement et d'autres chercheurs, défenseurs judiciaires ou d'autres chercheurs indépendants. Donc nous leur donnons suffisamment de la matière pour comprendre et chercher à trouver des solutions aux problèmes du pays. Comme le disait Jean-Paul Sartre, que l'essentiel pour l'homme, ce n'est pas ce qu'on a fait de lui, mais ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. Nous, on a fait de nous des défenseurs des droits humains. Ça fait plus de 20 ans que nous sommes dans ce domaine. Il faut qu'on forme aussi les autres et pour que eux aussi à leur tour prennent suffisamment de connaissances afin de trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans notre pays. Deuxième objectif, notre pays est en voie de l'organisation, de la mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle. Je pense qu'à sur ce point, nous encourageons les initiatives du gouvernement lorsqu'on a mis en place le fonds de réparation des victimes de violences sexuelles et autres crimes liés au conflit. Mais ça, c'est une étape sur la demande que la société civile a toujours faite au gouvernement pour utiliser l'approche globale et holistique des mécanismes de justice transitionnelle. Nous encourageons le gouvernement d'emboîter aussi le pas dans le domaine de justice et aussi dans le domaine de la recherche de la vérité. C'est vrai,
dans le Kasaï central, il y a aussi une commission provinciale qui a été mise en place, mais nous encourageons le gouvernement à utiliser cette approche à travers même l'adoption de la politique nationale de justice transitionnelle, et dans le cadre de ces cours, nous donnons des instruments et des propositions à la fin pour que le gouvernement tienne en compte ces mécanismes et cette approche holistique de mise en œuvre des mécanismes de justice transitionnelle. Voilà un peu l'essentiel des cours que nous donnons en tant que club des amis du droit du Congo, ici avec la collaboration, le partenariat de l'Université technologique Bel Campus. Merci.